Bonjour et bienvenue les amis dans ce nouvel épisode du podcast d'auteur à auteur. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut vous intéresser, vous passionner, qui concerne l'habitation et la manière d'amener de l'équilibre, de la fluidité dans l'énergie autour de cette habitation. Et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Marc Neu qui a écrit un sujet au sujet de tout ça et surtout sur un principe qu'on connaît beaucoup moins, mais donc ça va être l'occasion de discuter du Vastu Shastra. Marc, entre autres, a un parcours assez diversifié, se veut être un homme de terrain, très empathique, et même s'il a suivi une filière en un certain temps d'un BTS en biotechnologie, ce qui l'a toujours passionné, c'est la relation non visible. Et donc, Marc a étudié l'astrologie, l'alchimie, entre autres, hein, bien évidemment, et a aussi créé sa propre maison d'édition. Donc, avec lui, nous allons échanger sur ce sujet qui, j'espère, vous passionnera, qui est le Vastu Shastra. Bonjour Marc et bienvenue dans mon émission. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir avec grand plaisir. Avec plaisir également. Alors, la première question qui m'est venue, parce que je connaissais pas du tout le Vastu Shastra, c'est que c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler, que j'ai découvert avec ton livre. Donc, est-ce que tu veux bien nous dire à quoi ça correspond et en quoi c'est différent du Feng Shui qu'on connaît plus traditionnel? Voilà, effectivement, on le connaît pas beaucoup en Occident, mais c'est c'est vraiment ancré dans la culture indienne. J'ai même des personnes, parce qu'à l'époque je le faisais sous format roniotypé, donc des choses plus artisanales, et je faisais beaucoup de salons pour en parler, pour montrer un petit peu comment faire. Et il y a beaucoup de personnes de la communauté indienne qui donc en Alsace, sur Strasbourg, hein, c'est là où j'œuvre principalement, et qui venaient et puis qui me disaient: «Ah, c'est le Vastu, c'est le Vastu, ah, c'est le Vastu», donc vraiment des personnes qui pas des érudits quoi, des gens vraiment du peuple, de culture indienne qui vraiment connaissent ça. Donc c'est quelque chose en fait qui s'inscrit presque dans les codes sociaux là-bas. C'est vraiment quelque chose qui émane de leur cosmogonie, donc la manière dont ils voient le monde et leur création et sa création à travers les différents dieux qui composent leur panthéon, les principaux, hein, parce que le panthéon des dieux hindous, il est gigantesque, hein. C'est une grande famille. Donc et donc à partir de cette cosmogonie, en fait, ils en ont fait quelque chose qui s'applique autant à l'humain, hein, en utilisant l'astrologie, leur thème de naissance, les prédictions, etc. La médecine, hein, à travers l'Ayurveda, et là du coup aussi il y a le Vastu Shastra, donc qui s'occupe principalement de tout ce qui est lieu, l'habitation, les lieux, mais aussi les lieux de vie, les lieux de culte, les lieux de mort, donc les cimetières, etc. C'est toutes ces techniques issues donc de la vision de la vie des Indiens qui est appliquée aux différents lieux de résidence. C'est-à-dire comment est-ce que l'énergie va circuler, s'harmoniser dans un lieu, quel est l'impact de ce qu'on va mettre sur un certain lieu, parce que on part du principe que l'énergie circule autour de la Terre avec un certain rythme, avec une certaine qualité d'énergie. Et à un moment donné, nous les humains, on a pris une décision, et bien on a mis une grosse verrue dessus, hein, notre maison, notre bureau, nos villes, etc. Et on a bloqué le flux naturel de l'énergie qui doit quand même passer. Donc du coup, il s'est adapté, et puis c'est ça ce que le Vastu Shastra va pouvoir étudier, c'est comment est-ce qu'il va faire pour passer. Pourquoi est-ce que les Indiens retirent leurs chaussures? Pourquoi est-ce que même ça paraît naturel pour tout le monde, on va chez quelqu'un, on enlève nos chaussures? Bien, c'est parce que la qualité d'énergie qui est sous nos pieds ou autour de nos pieds est bien plus lourde, dense, c'est ce qu'on appelle le tamas dans cette discipline, et qui donc est beaucoup plus chargé d'énergie, on va dire entre guillemets négative, et donc on les laisse à la porte. On ramène pas ces énergies dans la maison. Et c'est comme ça plein de petits détails qu'on retrouve dans ce système-là. C'est comme le placement des toilettes par exemple, c'est extrêmement important, hein. À l'époque, les toilettes c'était pas dans la maison, c'était à l'extérieur. Là, on les a fait rentrer, donc du coup, c'est une énergie qui doit être normalement dehors et qui doit sortir. Donc elle a une place prépondérante à étudier dans une habitation. Tout comme le lit, hein, évidemment, la chambre
à coucher, le lit, mais aussi le bureau, la cuisine. Quand la cuisine est bien placée, bien travaillée, bien harmonisée, la nourriture change complètement de qualité. Elle devient beaucoup plus vitalisée, naturellement, hein, sans avoir besoin de rajouter des fleurs de vie ou je ne sais quoi. C'est simplement profiter du flux naturel de la planète, de la nature, qui, à cet endroit-là, sait qu'elle doit vitaliser ce qui s'y trouve. Et on sait que la cuisine est très importante dans la culture indienne, en particulier la préparation des épices au début, donc qui s'infuse justement de cette énergie à ce moment-là. Donc c'est toutes ces techniques qui, mises ensemble, forment ce qu'on appelle du coup le Vastu Shastra. Mais ça va très très loin, c'est-à-dire que c'est pas que ça, c'est aussi une bibliothèque. Quand on aménage une bibliothèque, simplement la manière de ranger les livres, de ranger les objets, où est-ce qu'on va mettre les différents objets dans les tiroirs de la cuisine, par exemple. C'est un curseur qu'on peut pousser très très loin, ou alors au contraire plus bas, et puis on se dit voilà, on fait juste la maison, et puis on fait le basique, ou alors on le pousse plus loin et on harmonise chaque chose. Dans une boutique, par exemple, on peut aller jusqu'à trouver l'endroit où mettre la caisse enregistreuse, par exemple, pour que du coup on profite de l'énergie financière qui se trouve à cet endroit-là. On peut orienter la porte, bon ça c'est un peu comme en Feng Shui aussi, pour trouver la meilleure disposition pour attirer des clients. Et comme ça, plein de choses comme ça qui sont faisables, qu'on connaît pas, hein, pas trop en Occident, parce que ça se démocratise quand même. On voit des mouvements, des écoles aussi qui commencent à s'occidentaliser. Donc on a accès maintenant à cet enseignement. Moi j'y suis rentré à travers l'astrologie indienne, donc du coup c'est comme ça que je l'ai découvert, parce que beaucoup d'astrologues indiens, surtout ceux qui travaillent dans un milieu rural, hein, proche des petites gens, ont encore ces réflexes, ces petits détails. Et du coup, je me suis intéressé à ça, et puis de plus en plus, jusqu'à ce que je découvre cette discipline extraordinaire qui va au phénomène religieux, c'est-à-dire que on va même chercher où est-ce qu'on va placer l'autel dans une maison. Chez les hindous, il y a toujours un autel. Eh bien, ce sont les règles du Vastu Shastra qui vont dire l'autel, le mieux, c'est ici, ici, ici. Donc c'est vraiment un domaine passionnant et qui rentre dans tous les domaines, jusqu'aux bijoux, enfin vraiment des choses qu'on peut utiliser très facilement. Et voilà, bon, je peux encore en parler 2 heures, Je mais sens bien que tu es passionné par ce sujet-là, et je veux bien imaginer que tu as harmonisé et organisé aussi l'agencement de ta maison en tenant compte de ces principes-là. Ça voilà, paraît on a fait logique. une extension il y a quelques années de la maison. Et bien l'extension d'une maison, ça chamboule complètement l'énergie de la maison. Donc il fallait calculer tout ça, hein, voir comment ça allait, ce que ça allait avoir comme impact, et cetera, et combler aux besoins. Parce qu'il y a pas vraiment de fatalité, c'est quand on voit que c'est une énergie qui est complètement basse, inadaptée à la vie, on peut toujours adapter, hein. On peut changer le papier peint, on peut mettre des plantes différentes, on peut simplement des fois laisser la télé allumée, parce que ça met du son, ça va harmoniser l'énergie par le son, et comme ça il y a plein de petites techniques, et ça va jusqu'à en fait harmoniser la maison avec l'énergie de son thème de naissance, son thème astral. Mmh. Et on va même encore plus loin, c'est qu'on va se servir de la maison comme étant une espèce d'hôtel vivant, où on va pouvoir jouer avec les éléments, les signes et l'astrologie, pour pouvoir en faire un lieu où on va favoriser ce domaine ou ce domaine ou ce domaine-là. Mmh. Ça va vraiment Oui. très très loin. D'ailleurs, tu parles des domaines, et c'est vrai qu'en Feng Shui, il y a des espaces, une représentation pour chaque point cardinaux, les transversaux, etc. Et on retrouve aussi, ce que tu présentes très bien dans ton livre, aussi des zones et des espaces. Mais il me semble qu'on trouve autre chose comme caractéristique en relation avec le psycho-émotionnel ou autre, que dans le Feng Shui, dont on a plus l'habitude voilà, d'étudier. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu justement peut-être les différences, ou ce qui est Mmh. apporté par les points cardinaux et d'autres éléments à l'intérieur de ça? Ouais, disons qu'on a un gros avantage avec le Vastu par rapport au Feng Shui, c'est que le Vastu utilise quand même un langage symbolique et analogique auquel on est habitué. C'est plus facile pour nous. Alors que pour comprendre vraiment profondément le Feng Shui, il faut vraiment étudier la culture chinoise. Il faut vraiment se pousser à fond là-dedans. Sinon, effectivement, c'est ce qu'on va voir pour les débutants, des livres grand public qu'on peut appliquer, hein. Ça
Le problème n'est pas là, mais que si on veut vraiment comprendre les subtilités, ça devient compliqué on va dire, de percer les secrets du feng shui quand on n'a pas cette culture. Alors que le vastu, ça s'appuie sur notamment l'astrologie indienne, et c'est un noyau commun qu'on a entre l'Occident et l'Inde. C'est ce noyau grec qui a constitué la base de l'astrologie occidentale et indienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce qui fait qu'on utilise les mêmes langages, on utilise les mêmes planètes par exemple, on utilise les mêmes signes, les mêmes appellations de signes. Donc du coup, les énergies sont diffractées en fonction du lieu par des représentations analogiques des planètes et donc des divinités qui les occupent. Si je prends par exemple la direction nord, eh bien dans le système du Vastu, ça va être représenté par Mercure qui siège donc à cet endroit-là, et aussi par toutes les analogies qui vont être liées aux divinités mercuriennes de ce panthéon, et en particulier Kubera qui va s'occuper autant de la médecine que de la richesse. Donc du coup, quand on veut favoriser la prospérité et le bien-être dans un habitat, bah, du coup, on va chercher à mettre en avant, adapter, harmoniser particulièrement le nord d'une maison, ou le nord d'une pièce, ou le nord de la pièce au nord, carrément. Toujours cette histoire de curseur qu'on peut pousser de plus en plus loin. Et donc, du coup, on va se baser sur ces analogies-là. Et comme on les connaît, ces analogies, à travers l'astrologie, Mercure, on sait que c'est le temps qui passe et ce genre de choses, donc le voyageur, donc on peut très bien utiliser des symboles qui sont en analogie pour favoriser ce domaine-là. Et ça, c'est passionnant. Quand je vous dis, par exemple, la cuisine, ça va être le sud-est, l'endroit idéal, c'est la place de Vénus. Et donc, du coup, là-dedans, on sait que c'est un Vénus, mais plutôt un Vénus un peu flamboyant, puisqu'on entre dans la zone de feu. Donc, c'est pour ça que la nourriture va se réchauffer d'énergie vitale, parce que justement, c'est une zone qui est plutôt feu. Mais c'est aussi une zone qui ne doit pas être trop rutilante. Parce que Vénus aime ce qui est beau, ce qui brille, mais il faut pas aller trop loin. Il faut qu'on reste dans quelque chose qui soit élégant. Voilà, il faut pas aller vers quelque chose de plus rude. Et ensuite, il y a cette notion de, comme ce sont les divinités incarnent les planètes et les planètes incarnent les divinités, eh bien, il y a des relations qui se font entre elles d'amitié et d'inimitié. Donc, du coup, si vous avez par exemple la Lune, donc la Lune, ça va être le nord-ouest, et donc si vous avez quelque chose dans le nord-ouest, mais qui va représenter là les nœuds lunaires, qui normalement sont sud-ouest, par exemple les toilettes, eh bien, ces deux-là étant ennemis, la Lune et les nœuds de la Lune sont ennemis, donc du coup, on va avoir une confrontation de divinités, symboliquement, qui vont se faire dans ce lieu. Et donc, ça va forcément créer des tensions, une énergie qui va stagner au lieu de pouvoir s'évacuer, et il faut travailler là-dessus. Et donc, du coup, on va renforcer la Lune, et on va diminuer, du coup, les nœuds lunaires. Oui, ce que tu présentes d'ailleurs très bien dans ton livre, c'est qu'il y a le meilleur endroit pour telle pièce, hein, ce que tu es en train de décrire, qui va faciliter la circulation de l'énergie et amener des choses intéressantes. Mais malheureusement, dans les maisons qu'on achète et qui sont déjà toutes construites, si on prend la cuisine, elle sera peut-être pas placée au meilleur endroit du point cardinal et peut générer des difficultés en termes de blocage d'énergie ou de pas assez d'énergie ou d'une neutralité. C'est ce que tu expliques très bien dans ton livre pour justement voir comment on peut étudier cet endroit et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la circulation de l'énergie. Et moi, j'ai une question qui me vient là parce que, imaginons, moi, je suis passionnée de Feng Shui, par exemple, et j'ai organisé ma maison en relation avec le Feng Shui plus connu. Est-ce que c'est complètement antinomique? Est-ce que je serais obligée de complètement laisser tomber le cas de référence du Feng Shui pour passer au Vastu? Ou est-ce qu'il y a des corrélations ou des ponts entre les deux? Qu'est-ce que toi, tu J'ai pas préconiserais vraiment par trouvé rapport à ça? de Ouais, j'ai pas trouvé vraiment de corrélation et de pont facile, hein, entre le feng shui et le vastu. C'est vraiment basé sur 2 visions du monde qui sont complètement différentes. Donc, on va avoir aussi cette notion d'énergie entrante, énergie sortante, mais elle va pas avoir forcément les mêmes qualités en rentrant et en sortant que dans le feng shui. Donc, si vous avez déjà tout fait autour du feng shui et que ça fonctionne,
toujours partant de là, ça fonctionne. Là, on peut essayer, non pas de tout chambouler, mais plutôt d'adapter, de se servir des outils Vastu en plus, plutôt que de tout chambouler, quelque chose que vous avez mis longtemps à faire. Parce qu'avoir un plan parfait, autant en Feng Shui qu'en Vastu, c'est compliqué. Hein. Même quand on construit. Hein. Moi, j'ai construit il y a quelques années. Même là, entre ce qu'on nous autorise à faire et puis ce qu'il faut faire, il y a tout un monde, et puis culturellement aussi. Hein. Idéalement, il faudrait surélever le centre du toit de la maison. Ça se fait pas vraiment chez nous. Hein. C'est pas commun. Donc, généralement, c'est pas autorisé par les plans locaux et ce genre de choses. On est obligé de ruser. Hein. Une autre technique, du coup, ça va être de creuser le centre, c'est-à-dire d'avoir une espèce de salon qui est plutôt dans une fosse, mais c'est plutôt les salons décaissés à l'américaine. C'est pas vraiment culturellement chez nous. Donc, il faut s'adapter. Voilà, il faut toujours trouver s'adapter. Mais par contre, il y a les outils qui sont faits justement pour agir sur un domaine bien précis. Où là, du coup, on va pas travailler le plan, on va travailler une partie du plan. On va, par exemple, modifier une énergie. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur la direction nord de la pièce nord. Là, du coup, on va être 100% dans l'énergie de Mercure. Et si Mercure est bien placé dans votre thème, par exemple, c'est le lieu où vous allez pouvoir placer des choses qui vont avoir cette vocation-là. Donc, on peut rajouter quelque chose en plus sans perturber l'ordre que vous avez déjà mis en place. Je pars toujours du principe, faut pas faire deux choses en même temps. On fait une chose, on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on peut ajuster, hein, essayer de pousser le curseur un peu plus loin, mais il faut surtout pas faire des mélanges trop compliqués, parce qu'après on sait pas ce qui marche ou ce qui perturbe. Donc, si vraiment il y a quelque chose qui fonctionne dans votre habitation en Feng Shui, on rajoute des petites choses qui peuvent améliorer. Hein. Il y a des choses, on sait que ça fonctionne pas, donc on peut aller piocher des outils dans le Vastu pour pouvoir l'améliorer. Oui, ça, je trouve que c'est intéressant, c'est d'observer l'agencement qu'on aurait pu déjà faire dans la maison et ce que ça produit de faire. Puisqu'il y a aussi cette idée qu'on retrouve dans le Vastu que maison et habitants de la maison sont fusionnels, c'est quelque chose d'unique. Donc, où est-ce que toi, tu en es dans cette compréhension justement de cette relation unique entre l'habitation et les habitants de l'habitation? Alors là, c'est vraiment c'est vraiment avec les années que ça se forge cette certitude, c'est que la maison ou l'appartement, c'est grosso modo c'est la même chose. Ça va vraiment représenter le corps, le physique, le matériel, une grande partie d'émotionnel aussi. Mais par contre, tout ce qui va être terrain, donc autour de la maison, ou alors l'immeuble, quand on étudie un appartement, ça va vraiment représenter votre rayonnement, votre énergétique, donc la manière dont les autres vont vous percevoir. Donc c'est un petit peu l'équivalent de l'aura pour un être humain, ça va être le terrain du coup. Donc on peut agir à l'intérieur de soi à travers la maison ou l'appartement, mais on peut aussi voir ce que ça donne, voire agir dessus grâce au terrain. Parce que du coup, l'entrée de votre terrain n'est parfois pas la même que l'entrée de la maison. Ce sont deux choses qui peuvent être décalées. Hein. Donc, du coup, il y a deux énergies entrantes. Il y a une énergie entrante dans le corps et il y a une énergie entrante qui est plus à vocation énergétique, spirituelle. Et des fois, ça colle pas. Donc, du coup, il faut aussi harmoniser ça. Des fois, le simple fait de déplacer le portail un tout petit peu, ça peut changer énormément de choses. De mettre une couleur différente, par exemple, si vous avez le choix entre une clôture blanche, une clôture rouge ou une clôture bleue, le fait de choisir une couleur qui va être spécifique à la planète en question, à dynamiser, eh bien, ça va complètement vous changer l'énergie. Moi, j'ai vu ça avec l'extension qu'on a faite. Au début, c'était une extension d'une certaine direction, et après, du coup, ça a complètement changé, puisque on a changé l'entrée, hein, tout simplement, et on a vu complètement l'énergie du lieu changer, mais aussi la nôtre à l'intérieur. C'est-à-dire il y a cette relation qui se fait, et ça, c'est vraiment flagrant avec le temps. Hein. C'est parfois impressionnant, et ça va plus loin, c'est-à-dire que au niveau événementiel aussi, ça va se jouer là-dessus. J'avais une maison donc qui était en construction et il avait un point faible dans son terrain.
donc là c'était difficile de le changer avant d'y habiter. Eh bien, cette maison a eu des problèmes. C'est la lune qui manquait sur ce plan. Donc on avait prévu de faire les rectifications quand on allait faire la clôture, donc quand on allait habiter dedans. Et juste avant qu'on y habite, le 24 décembre, problème d'eau, fuite d'eau. On a perdu 300 mètres cubes d'eau comme ça, quasiment du jour au lendemain, quoi. Du jour où on a réglé ce problème-là, on n'avait plus eu de problème pendant plusieurs années avec l'eau. Ouais. Et la même chose, ouais. Vas-y. La même Je chose se disais, c'était produit avec passionnant. ah oui, la même chose se produit avec l'électricité, par exemple. L'électricité, ça va être l'énergie qu'on va souvent retrouver plutôt au sud-ouest. C'est le siège de Nirti, donc celle qui garde la porte des démons. Et donc du coup, si elle est grosso modo, si elle n'est pas satisfaite, de temps en temps, elle va ouvrir la porte, et elle va vous laisser sortir une petite merde, et après vous vous débrouillez avec. C'est juste pour faire comprendre, là je suis pas satisfaite. Et une fois que vous réglez le problème, vous l'avez compris, vous réglez le problème, il y a plus de problème derrière. Il y a plus de conséquences derrière. Et voilà, ça c'est des choses qui sont fascinantes. Je veux dire, on change simplement par exemple le chauffe-eau de place, et d'un seul coup, il y a plus de problème dans la maison. C'est incroyable. Mais dans la maison, mais aussi dans votre vie, parce que tout ça c'est connecté. Quand j'ai dit tout à l'heure, Kubera par exemple, c'est la prospérité. Effectivement, c'est si vous commencez à le maltraiter, et bien du coup vous allez avoir une baisse en termes de soit de clientèle, soit de revenus global, ou alors l'argent va sortir plus vite que vous arrivez à le mettre de côté. Il y a comme ça plein de choses qui vont avoir un impact dessus. C'est comme la place où vous allez dormir. Il y a des chambres qui sont faites pour dormir pour, on dit entre guillemets, le chef de famille, hein, qu'il soit homme ou femme. Donc on va dire c'est le couple de parents qui peut dormir là. Si vous échangez à un moment donné les chambres et puis vous mettez ça chez un enfant ou un adolescent, vous faites dormir l'enfant dans cette pièce, c'est l'enfant qui va commencer à prendre le dessus sur la relation. Et ça, je l'ai vu et vécu, hein. Donc du coup, ce sont des choses qui sont tangibles, qui se voient, et le comportement de l'enfant change complètement en fonction de ça. Et parfois, c'est aussi des choses où personne me disait, j'ai une cliente qui est avec un enfant qui est avec des troubles mentaux sévères. Qu'est-ce que je peux faire? Et je disais, déjà, faut voir où dort l'enfant. C'est déjà une chose importante. Et je dis, en fonction de ce qu'elle me décrivait, je quasiment pu lui décrire le plan de la maison et l'endroit où dormait l'enfant. Et c'était tout à fait juste, hein. Donc, c'est naturellement, ils vont vers cette énergie-là, vers ce qui leur ressemble. Et parfois, c'est pas bon, hein. C'est simplement continuer à rester dans une zone de confort, mais c'est pas quelque chose qui leur convient, puisque ils connaissent pas autre chose, ils ont pas découvert qu'on peut être mieux, et que ça peut être bien d'être mieux. Et donc du coup, des fois, il faut juste changer de chambre ou changer un petit peu l'orientation du lit, et ça change énormément de choses. Mmh. Oui, c'est vrai que tu décris, beaucoup d'outils. Tu aides aussi à voir comment on peut faire un bilan par l'observation, comment on peut regarder. Enfin, moi, je pense que si vous êtes intéressé pour améliorer, même si vous faites du feng shui déjà, comme l'a abordé Marc, d'aller explorer du côté du Vastu, ça peut, vraiment ramener d'autres idées, d'autant plus si vous sentez que telle ou telle zone de votre vie est un peu affaissée ou un peu diminuée. C'est vrai que je trouve, toujours passionnant aussi d'avoir ce genre d'expérience, de faire la corrélation entre ce qu'on change dans sa maison et puis ce qu'on vit aussi ici. Alors, tu abordes différentes pièces, bien évidemment, hein, dans l'étude. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la porte d'entrée? Parce que c'est quand même Ah, ouais. un endroit hyper important. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment on peut aborder la porte d'entrée? Comment on peut la regarder? Qu'est-ce qui peut nous donner des signes que ça marche ou que c'est moins bien, au-delà de l'endroit où elle est placée dans les points cardinaux, puisqu'il y a ça qui est important et que tu décris très très bien dans ton livre. En fait, une des choses vraiment essentielles à étudier dans une maison et à travailler, c'est déjà c'est l'entrée et le hall d'entrée quand il y en a un. C'est-à-dire que ce qui se passe directement derrière la porte. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui va déterminer un petit peu la tonalité globale dans la maison. Si vous avez une entrée qui est sombre, comme une porte par exemple très petite, du bois massif, quelque chose de costaud, avec des couleurs sombres en plus, pas d'ouverture, donc pas de lumière qui rentre. Quand vous êtes dans ce hall d'entrée, souvent c'est des maisons qui sont un peu petites quand elles sont anciennes, un peu étriquées, elles sont pas faites pour qu'on puisse circuler facilement. Là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'énergie tamas, donc c'est l'énergie qui est plutôt
plutôt réservé à la sortie, où du coup, on est sur une énergie qui est lente, qui a perdu justement de sa vitalité, qui est en train de se replier sur elle-même, prête à mourir pour pouvoir ensuite renaître plus dynamique et éthérée. Donc, quand on a ça à l'entrée, ben, on sait par exemple que la vie sociale va pas être très joviale, hein. Ça va vraiment être compliqué parce que c'est pas une énergie qui va attirer du monde, ça va plutôt être une énergie qui va repousser du monde. C'est par exemple des énergies qu'on va favoriser dans les cimetières, dans les funérariums, dans les salons mortuaires, ce genre de choses, ou des gens en fin de vie, enfin des choses qui sont plutôt liées à la fin et au décès, plutôt que à la jovialité. Si par contre vous avez une pièce qui est très comment dire ça, très blanche, très lumineuse, très grande aussi, où on se sent grand parce que il y a de l'espace, ou alors c'est une porte avec beaucoup de transparence, beaucoup de clair, beaucoup de brillant par exemple aussi. Ça peut être un petit peu trop parce que ça correspond à l'énergie sattvique, donc du coup la plus spirituelle des trois phases de l'énergie. Et quand il y en a trop, du coup, eh bien on est un petit peu la tête dans les nuages, on est un petit peu éthéré, et justement les gens se sentent un peu mal à l'aise là-dedans quand ils viennent, et donc du coup on va avoir tendance aussi à ne pas venir. D'autant plus que vous allez être bien là-dedans, et c'est un petit peu comme si vous étiez dans votre cocon de bien-être, hein, un petit peu dans un plaid enroulé au coin d'une cheminée, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous déranger. Et c'est un petit peu cette énergie-là. Donc on est bien et on se sent limite avec des intrus quand les gens viennent. Donc ça aussi, c'est une question d'équilibre, faut doser. Et après, il y a la troisième partie, là, c'est quand on est une entrée plus moderne, un petit peu plus peps, plus dynamique, ouais, vraiment moderne, c'est vraiment ce qu'il représente bien. Bah là, c'est le contraire. Vous allez avoir beaucoup d'allées et venues dans votre maison. On va y avoir vraiment, c'est un peu comme un moulin, hein. On rentre, on sort. Il y a beaucoup d'amis, de passants qui vont venir. Donc ça peut aussi ne pas correspondre à ce que veut vivre l'habitant dans la maison. Donc ça se dose tout ça. Donc le sas d'entrée, c'est déjà la partie la plus importante qu'il faut travailler, au-delà même de la direction, hein. C'est aussi la décoration, c'est vraiment tout ce qu'on peut mettre, les miroirs aussi. Là c'est une grosse différence entre le feng shui et le vastu, c'est que en feng shui ça agrandit l'espace, un miroir. En vastu, on va dire que ça reflète. Donc ça agrandit ce que ça reflète. Donc si vous voulez agrandir le nord, eh ben, il faut que vous mettiez un miroir au sud qui reflète le nord. Et donc du coup, ça va vous agrandir le nord, pas le sud. Et donc du coup, ça change complètement la manière dont on place les miroirs. Port d'entrée aussi, il faut faire attention aux photos que vous mettez, parce que c'est cette énergie-là que vous allez distribuer un petit peu dans toute la maison. Il faudrait pas laisser les chaussures dedans, par exemple. Il faudrait plutôt les laisser dehors, parce que si vous laissez stagner les chaussures, donc ils sont pleins de cette énergie viciée de l'extérieur, eh bien, c'est comme s'il y avait un courant d'air en permanence qui va dans la maison, et ça entraîne en fait l'énergie des chaussures, l'énergie de cette souillure que vous allez entraîner dans la maison. Donc, si vous voulez les garder à l'intérieur, il faut les ranger, il faut les cacher. Il faut pas qu'on les voit. Dans un placard, dans l'entrée ou Voilà. ailleurs, quoi. On ne les laisse pas en extérieur. Enfin, Voilà, dans exactement. le couloir visible, quoi, c'est ça. Ah, Voilà, faut les ranger. écoutez, franchement, moi, je vous invite à aller explorer les principes du Vastu Shastra que Marc Neu a écrit aux éditions Le Lotus et les Vents. Vous avez vraiment une mine d'informations et d'études dans ce livre assez facile d'accès. Marc, tu consultes toujours pour faire des bilans énergétiques de maison? Là pour l'instant j'ai Aujourd'hui, plus comment le ça se temps passe? là pour l'instant, mais si c'est pour D'accord. une construction, faire des études de plan, ça oui c'est possible, ouais. De toute façon, je mettrai le lien de ton site parce que tu proposes Mmh. aussi des formations, etc. Donc, que vous pourrez trouver sur la page YouTube ou sur le blog, sur l'article du blog. Parce qu'on arrive bientôt là à la fin de notre émission, Déjà. Marc. Mmh. Oui, ça va vite, ça passe vite. Est-ce que tu aurais quel message aurais-tu envie de faire passer à nos amis qui nous écoutent, qui nous verront? Essayez. C'est ce que je dis toujours, c'est peu importe la théorie, il faut le mettre en pratique et ne garder que ce qui marche. C'est vraiment, ça sert à rien de vouloir se triturer trop le cerveau. C'est
Vous regardez les petits outils, vous essayez, vous voyez si ça marche ou pas, si vous y adhérez et si ce petit quelque chose au début fonctionne, eh bien, allez plus loin, faites un pas de plus et ça c'est valable dans tout, hein, pas que dans le vastu, mais un petit peu dans tout et gardez ce qui fonctionne et ce qui ne convient pas, bah, vous laissez de côté et par exemple le côté, je veux agir sur un domaine de ma vie, c'est peut-être trop avancé ou qui convient pas aux gens ou qui fait peur aux gens aussi, hein. À ce moment-là, on n'y touche pas, on fait juste une harmonisation globale de l'habitat, ou de l'entrée, comme je disais, c'est très important, ou des toilettes aussi, parce que ça aussi c'est le 2e point à surveiller. Donc, d'agir comme ça, sur les toilettes, par exemple, c'est quelque chose qui est, un des gros outils dont on dispose, hein. Donc, c'est essayer et garder ce qui fonctionne. Mmh. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Marc pour ce moment partagé ensemble. Merci à vous tous et toutes de nous écouter et de suivre ce podcast d'Auteur à Auteur. J'espère que vous aurez pris plaisir et que ça vous donnera envie d'aller, voilà, comme dit Marc, commencer, faire un premier pas, découvrir son livre. Merci encore Marc pour ce bon moment passé ensemble et très intéressant moment. Avec plaisir, merci à vous. On se dit à la prochaine fois et donc prenez soin de vous et faites bien circuler l'énergie librement en vous et autour de vous. À bientôt. Au revoir.